Salut les marques et salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui respire, qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch par tous les pores de la peau et du slip. Chaque semaine, nous passons au crible des chroniqueurs de la team Catch-up, tous les shows de la WWE. Aujourd'hui, bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu, bienvenue dans un SmackDown, un throwback SmackDown, le Friday Night SmackDown, 1133e du nom à Tampa, Florida, USA, dans le WWE Thunderdome, vous connaissez. Maintenant, comment ça se passe? Aux commentaires, on a Michael Cole. Et le nouveau, depuis 2-3 semaines dorénavant, Pat McAfee. Vous m'avez peut-être reconnu, je suis votre dinosaure masqué, que dis-je? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et pour m'accompagner dans cette review, pour l'analyser, pour la décortiquer, pour l'encenser ou la mettre en PLS, laissez-moi vous introduire non pas un, mais bien deux partenaires, puisque aujourd'hui, Catch-up est en triple frite, en triple menace. Je vais commencer avec un coyote. Je vais commencer avec mon Magic Zigote. Salut Zigote. Bonjour tonton, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Bon, plutôt pas mal, en espérant que ce SmackDown soit de qualité du main event de la semaine dernière. Ah ah. Et avec nous, dans cette triple frite, mon cher Zigote, rien de tel que l'insubmersible, que l'inamovible, que l'indestructible Papy. Salut Papy. Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, bonjour Zigote, comment allez-vous? Ah, très très bien. La pêche. Alors, ça va, tu termines ta review de NXT? J'ai entendu dire que ça avait été chaud dans le studio paré de jaune et noir là. Ah ouais, là, il y avait du débat, de l'action, de l'émotion, mais ça, nos auditeurs le savent déjà parce qu'ils auront déjà entendu la review au moment où celle-ci va passer. C'est parfait, vous avez comme on est organisé un peu à catch-up, c'est que du bonheur. Alors, petite digression, messieurs, avant de commencer, pour rappeler tout de suite d'entrée de review aux auditeurs de catch-up. Catch-up Anniversary, c'est le mois anniversaire de la chaîne. On vous encourage à vous rendre sur Twitter, sur YouTube ou sur le Discord pour nous laisser des questions dans le cadre de l'édition spéciale. N'hésitez pas, lancez-vous. Déjà, quelques-uns l'ont fait et c'est bien sympathique. On va avoir de la matière, c'est cool. On s'est occupé de vous faire quelques petits sondages aussi sur Twitter pour pouvoir avoir encore plus de grains à moudre durant cette émission. Donc n'hésitez pas, hashtag CatchUpNiversary. On est parti pour le monde merveilleux du show bleu. On est parti, messieurs, pour SmackDown. Alors SmackDown, c'est un peu spécial cette semaine puisqu'on nous a annoncé donc un throwback SmackDown. On tombe dans la rétro, on tombe dans la nostalgie. On nous a fait un décorum alors assez étrange puisqu'on utilise le logo de la Golden Era, qui n'a pas trop de rapport avec SmackDown qui est né en 1999. Vous avez promis à grands coups de fanfare de tweet le retour du fameux point de SmackDown. On aura donc bien un point, mais en 3D. Ça y est, je l'ai dit. C'est fait. Ou je vais essayer d'avaler cette information. Voilà. Hop, ça y est, je l'ai avalé. On a mis tout un tas d'affaires. Alors toi, Papy, le spécialiste de la vignette, ça a dû te plaire. On est revenu aux vignettes de la fin des années 90, voire des fois quasiment fin des années 80, avec les polices liées à cet effet, avec tout un tas de choses. Quelques petites surprises au cours du show, mais ça, on va en parler durant la review. Maintenant, ça y est, on est dedans. On vous a mis le décorum en place. C'est le Universal Champion Roman Reigns qui débute le show. Papy et Zigote, agenouillez-vous s'il vous plaît. Il est en compagnie de Paul Heyman et Jey Uso. Le chef tribal, il rappelle sa victoire contre Daniel Bryan. Daniel Bryan, c'est du passé. Il donne le micro à Paul Heyman et lui demande de retracer une dernière fois quand même la carrière du dragon pour lui rendre un hommage bien sympathique avec un 10 bell salute, avec un Paul Heyman qui fera lui-même la cloche. Voilà, cet homme n'a peur de rien. Cet homme sait imiter les cloches. Donc tout ça, c'est bien évidemment dit sur le thème de l'ironie. On se moque de Daniel Bryan. Roman Reigns, il va poursuivre en nous expliquant qu'il s'est montré qu'il était un homme de parole. Il a dit qu'il battrait Daniel Bryan. Il l'a fait. Bryan, il le voulait, il l'a pris donc dans la gueule. Il ne le reconnaissait pas comme champion légitime. Dorénavant, il n'a plus d'autre choix puisqu'il est banni du show bleu. Mais SmackDown ne va rien perdre au change parce qu'il va remplacer le Dragon par quelqu'un d'autre. À ce moment-là, musique. Et quelle musique qui retentit? C'est tout simplement le retour dans la famille de Jimmy Uso. Oui, Jimmy Uso,
fait son entrée sous le Titantron, accompagné avec l'autre jumeau de la bande. Donc toute la petite famille est réunie, toute la petite bande organisée du Tribal Chief est présente. C'est que du bonheur, on va se faire des bisous. Eh ben non, parce que c'est interrompu par le Suisse, la précision suisse, Cesaro. Il vient trouver Direct Reigns. Il lui dit que si lui va remplacer Daniel Bryan comme challenger et qu'il va pas se gêner, il n'a pas le temps pour Reigns ce soir parce qu'il veut s'occuper d'abord une bonne fois de Seth Rollins. À peine dit ça, que se passe-t-il, mesdames et messieurs? Seth Rollins fait son entrée par derrière et comme un fourbe attaque Cesaro. Par surprise, les deux gars vont commencer à se bastonner. Et qui débarque à nouveau? Décidément, c'est la soirée des retours. Teddy Long, les gars, tag team playa, baby, là. Et il annonce qu'il a les pleins pouvoirs donnés par, gracieusement d'ailleurs, par Adam Pearce, et que il va expliquer que le match va avoir lieu maintenant et que si Cesaro gagne, il deviendra le challenger au titre de Roman Reigns. Le champion va frapper Cesaro et l'envoyer à l'extérieur du ring, laissant ainsi à Seth Rollins prendre l'avantage et l'attaquer afin de le ramener sur le ring et débuter le match. Je m'arrête là tout de suite, messieurs, parce que c'était déjà assez dense comme ça. Il y a eu du retour, il s'est passé des choses, il y a eu de la promo, il y a eu du Cesaro qui veut péter des mâchoires. Mon papy, qu'as-tu pensé de cette ouverture avant d'attaquer le catch? Oui, il est temps que tu reprennes ton souffle un peu avant d'attaquer le catch en lui-même. Ouais, bah c'était un petit moment sympa, la parodie de 10 coups de cloche, je vais y arriver, de Paul Heyman. Ça a bien fait marrer Roman Reigns qui a eu du mal à contenir son fou rire. Et puis bah c'est drôle parce qu'en fait juste avant le show, on était en train de discuter sur Discord en disant tiens, Bryan est parti, il va peut-être falloir quelqu'un de nouveau qui va devoir prendre sa place parce que bah le roster de SmackDown, moi je trouve qu'il est super bien calibré, mais du coup bah t'es un seul être qui part et tout est dépeuplé, donc on se demandait s'il allait avoir des retours. Et puis bah moi j'avouerais que j'avais pas du tout prévu un retour de Jimmy Uso, et puis bah c'était une bonne surprise de le voir revenir. Voilà, intéressé de voir ce qui se passe derrière. Là-dessus, Cesaro débarque aussi. J'ai toujours un doute avec Cesaro parce que je trouve qu'ils le prennent pas super au sérieux, quoi, l'ami Roman et peut-être même un peu la WWE. Donc je suis pas encore méga hypé par son statut de main eventer, mais bon, on va voir ce que ça donne pour la suite. Jig Zigote, alors, cet opener là. L'opener, bah oui, effectivement, c'était plutôt sympathique. Le son des cloches fait par Polyman, un petit peu trop long à mon goût, mais ce qui était pas mal aussi, du coup, c'est le retour de Jimmy Uso. Parce que là, j'avoue que non plus, comme papy, je l'ai pas vu venir du tout. Et puis, on va voir que ça peut donner. Et pareil, Cesaro, c'est le problème aussi, comme papy, pareil pour le coup, c'est que c'est plutôt, il est un peu transparent, ouais, il est pas. J'ai un peu de mal à l'imaginer dans la title picture. Le match avec Rollins sera de qualité. S'il gagne, bah, on verra ce que ça peut donner au pay-per-view, à moins que ça soit Rollins, mais tu vois, je suis toujours un petit peu hésitant à son sujet. Eh bien, je vois vos avis à tous les deux. Eh bien, écoutez, je vais être la touche enthousiaste de cette affaire, puisque au-delà de cet opener promo, finalement, moi j'ai trouvé très sympa le fait que Paul Heyman prenne le micro et qu'il parle un peu pour Roman Reigns. Je commençais à en avoir un peu marre de le voir faire de ses yeux globuleux derrière l'épaule de la tête de la table, et puis pas grand-chose d'autre finalement. Il a repris un peu son rôle, il a repris un peu ses habitudes lesnaresques. Et moi, j'ai trouvé excellent le Ten Bell Salute. J'ai trouvé ça vraiment super bien trouvé. Il aurait même pu moins se faire chier et dire ouais, on va mettre des coups de cloche, mais non, il le fait lui-même et du coup, je trouve que ça ramène encore plus à l'enterrement. J'ai trouvé ça vraiment excellent. Le retour de Jimmy Uso, pareil, je m'y attendais absolument pas. Et donc, super bonne surprise. On va en reparler par la suite parce qu'il s'est passé des choses avec les frères Uso tout au long de la soirée. Ça va être un peu le fil rouge. Et enfin, eh bien, je vais être beaucoup moins chagrinounet que vous deux sur Cesaro, parce que moi, je suis tellement content de voir Cesaro à cette place. Je suis tellement happy de voir le cyborg suisse squatter dans le main event que, en fait, je suis tout à ma joie et que ça me pose pas de problème qu'il ait peut-être effectivement quelques carences et on va pas reparler éternellement du micro et des choses comme ça. Et peut-être aussi dû à l'excès de charisme de Roman Reigns aussi qui éclabousse tellement tout qu'on a l'impression que dorénavant que chaque catcheur qui débarque dans le main event, ben waouh, c'est compliqué là, de s'attaquer au mastodonte samoan.
Donc du coup, moi, je suis tout à mon plaisir. Il n'y a pas eu de problème. En plus, je vais vous ajouter à ça que Seth Rollins dans cette affaire, bah moi je trouve ça vachement bien d'avoir Seth Rollins dans cette histoire. Là, vraiment, il y a un trio, moi, que j'aime tellement que du coup, je suis embarqué par l'histoire et moi, ça me va complètement. Donc, j'en profite, je fais la transition immédiatement puisqu'on avait un match, les gars. On avait Cesaro versus Seth Rollins pour devenir le number one contender au Universal Championship pour le Suisse. Donc, autant dire que le match a de l'enjeu et le match, il va durer 12 minutes 40 entre les deux hommes qui s'étaient déjà affrontés à WrestleMania où il y avait déjà eu une victoire de Cesaro. Alors, Seth Rollins, on peut dire qu'il a été, vous me direz ce que vous en pensez, mais il a quand même été assez clean. Ça a été un heel quasiment chevaleresque par moment, parce qu'il veut absolument remporter le match par ses propres moyens. Et du coup, il va empêcher Jey Uso de venir attaquer Cesaro. Et parce que eux n'aspirent qu'à une chose, c'est intervenir et foutre le dawa dans ce match. Il va manquer tellement de respect au point que Jimmy Uso va profiter que l'arbitre il est dos tourné pour lui coller un super kick, quoi. Cesaro, finalement, il va revenir, il va coller un énorme suicide dive sur les deux jumeaux. Il va remettre Rollins dans le ring et il va lui coller un neutralizer pour la victoire. 1, 2, 3. Cesaro part à Backlash. Il est le number one contender. En coulisses, Seth Rollins, derrière, il va aller trouver Roman Reigns. Et il va reprocher à Reigns d'avoir laissé traîner les cousins et que c'est à cause de ça que ça lui a coûté le match, quoi. Reigns, toujours un peu monolithique, il lui dit que il comprend, mais maintenant, en lui coûtant le match, il se retrouve avec un challenger officiel sur le dos et il aime pas trop ça. Mais il promet à Seth Rollins, à son frère de guerre, qu'il va s'en occuper personnellement. Alors, Magic Zigote. On a eu 13 minutes 42 matchs entre Cesaro et Rollins. Une victoire du Suisse. Seth Rollins qui recommence à venir taper la tchatch avec Roman Reigns. Beaucoup d'infos à analyser là. Ouais, effectivement, le match, là, c'est rien de surprenant. Il était plus que correct entre les deux. Et effectivement, après les interventions, oui, effectivement, comme tu dis aussi, avec Rollins qui veut essayer de se la jouer clear en disant voilà, non, c'est moi qui m'en occupe, je vais le défoncer. En même temps, ça fait quand même quelques semaines qu'il a dit qu'il lui ferait encore sa fête parce que sa défaite à WrestleMania n'est toujours pas passée. Après, voilà, le match était propre, victoire de Cesaro, c'était assez prévisible. La bisbille avec les cousins Uso, c'est assez intéressant et à savoir voir ce que ça peut donner entre Rollins et Roman Reigns. Alors, est-ce qu'au bout du compte, ils vont feuder à l'avenir tous les deux ou est-ce qu'au bout du compte, ils vont se... Je sais pas. En fait, là, c'est une partie qui m'intéresse de savoir... au bout du compte, est-ce que Rollins pourrait turner face par la suite pour affronter Reigns? Je ne vois pas forcément Cesaro gagner contre Reigns. Ou alors se farcir les Usos en tag team, peut-être avec Cesaro. Ça pourrait être original. Papy? Ouais, alors le match lui-même était plutôt bon. Ça n'y avait pas de souci entre les gars. Ça sortait pas de l'ordinaire non plus. C'était du classique propre. Effectivement, avec un Rollins qui essaie de la jouer plutôt clean, donc du coup c'est clean des deux côtés. L'intervention des Usos et puis en fait finalement la vie de Ziggler me conforte un peu dans mon idée. Et en fait c'est pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, tonton, c'est pas tant que le manque de charisme de Cesaro qui pose problème pour l'instant, même si effectivement pour moi il est en dessous des adversaires précédents de Reigns. Et surtout parce que j'ai toujours cette impression que c'est pas encore son histoire à lui. C'est-à-dire que les semaines d'avant, c'était Brian qui parlait pour lui. Et là, cette semaine, il est là, mais en même temps, la caméra, comment dire, la lumière est centrée plus sur le Uso, tu vois. Alors, il en profite, tant mieux, il récupère le truc. Mais du coup, c'est pas lui le protagoniste principal de cette rivalité. Et c'est vraiment Reigns et ses cousins. Et donc, on verra par la suite que il essaie de gagner sa place, mais voilà. Donc c'est plus ça qui me dérange en fait. C'est pas tant le charisme difficile de Cesaro, c'est plus le fait qu'il, pour l'instant, il est vraiment pas en position de personnage principal dans cette rivalité. Donc c'est un petit peu gênant à mes yeux. Alors moi, j'ai pas boudé mon plaisir. Le match, il a délivré la marchandise. Seth Rollins avec son fameux enchaînement superplex Falcon Arrow, je le dis souvent, mais j'aimerais tellement le voir gagner un match un jour sur cet enchaînement. Ça fait partie un peu des moves, c'est des signatures moves, mais c'est des moves qui comptent jamais des pins. Je pense un peu, par exemple, au Power Slam de Randy Orton ou son DDT de la deuxième corde.
Voilà, c'est des moves, on les voit jamais gagner avec, et pourtant des fois j'aimerais tellement. Mais du coup, vraiment super match. Moi, j'étais à fond. En plus, avec les Ouzo aux abords du ring qui rôdaient, c'était en ambiance meute, donc ça pouvait que me plaire. Donc c'était plutôt cool. Je l'ai un peu dit dans le play-by-play, mais voilà, l'interaction entre Seth Rollins et Roman Reigns, ça me plaît beaucoup. Je trouve que Seth Rollins, il est tellement legit. Alors là, on parle peut-être des quelques carences, effectivement, Cesaro, mais Seth Rollins me paraît tellement legit, quoi. Alors, il est heel, donc c'est compliqué, mais ça peut mener à tellement de choses. Là, il y a moyen d'organiser une telle storyline autour de Seth Rollins, de Roman Reigns, et peut-être d'un ou deux autres, avec Cesaro qui est là actuellement et qui est en athlète surpuissant. Donc moi, ça me va bien dans cette... ça me va bien dans cette configuration. Mais tu vois ce que je voulais dire, c'est ça. C'est que tu regardes le segment, tu te dis, ça pourrait être intéressant, Rollins et Reigns. Alors que ça devrait être intéressant, Cesaro maintenant, tu vois. C'est ça qui me... J'arrive pas encore à m'enflammer pour Cesaro, en fait. C'est ça, mon truc. Surtout qu'il va y avoir j'en profite pour rebondir là-dessus, puisqu'il y aura un petit segment avant le prochain match et un autre segment en coulisses, où dans la loge, Roman Reigns va être en train d'engueuler Jimmy Uso, le nouvel arrivant, et il va lui dire que voilà, il a accepté de le faire venir dans le clan, et qu'il merde dès son premier jour avec ce qui s'est passé avec le Cesaro Rollins. Et voilà, il devait avoir un pay-per-view de repos à la base, il se retrouve à devoir défendre son titre contre Cesaro à Backlash par la faute de Jimmy. Donc, et Jimmy, il monte les dents, le mec. Il dit que voilà, il va pas se laisser faire comme le frangin, et que lui, il sera pas sa bitch, les mecs. Il sera pas sa bitch. Donc là, Jimmy Zigote, visiblement, il a pas l'intention de se laisser faire. Lui, il est porte plus que son frère, pour le coup. Il fait pas le petit chien-chien, même si ça a quand même quelques similitudes par rapport au même segment l'année dernière avec Jey Uso. Pareil, au début, il voulait pas trop adouber Roman Reigns en tant que tribal chief. Mais à la fin, oui, effectivement, Jey, lui, il s'est couché devant lui. Mais là, ouais, c'est intéressant. À ce moment-là de l'émission, de se dire, qu'est-ce qu'il va, Jimmy, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'au bout du compte, il va essayer de se friter aussi avec le cousin ou pas du tout? Mais enfin, voilà, il montre qu'il en a et qu'il n'est pas d'accord avec Roman Reigns. Et ça peut être intéressant sur la suite de l'histoire. Papy, sur Jimmy. Yes, oui, pareil, c'est un peu une redite de ce qu'avait fait Jey. Mais encore une fois, là, c'est l'histoire te tourne vraiment sur les Usos sur cet épisode. Là, ça se sent vraiment là. Et très franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais si jamais, alors, le show n'est pas fini, mais si jamais il se passait une rivalité dans l'absolu en mettant à part ce SmackDown entre les deux frères Uso, ça serait quelque chose d'historique. Ça n'est jamais arrivé qu'il y ait une feud entre les deux. Hein. Ah, moi j'aimerais bien ça. Mais par contre, il faudrait trouver un moyen de les distinguer donc, du coup. Ouais, parce que j'ai toujours un peu de mal à savoir qui est Jey et qui est Jimmy de temps en temps. Ah ouais, mais ça c'est les joies des jumeaux, c'est comme ça. Allez, on termine par le dernier segment backstage avant le prochain match. C'est Sonya Deville qui va être rejointe par Teddy Long. Sonya, elle est en pleine confiance avec Teddy Long. Elle sait que le show va se dérouler sans problème. Il y a Sami Zayn qui débarque, qui vient quémander un match pour l'Intercontinental Championship. Mais Teddy Long, il a d'autres plans pour notre ami Sami, parce qu'il a prévu que Sami affronte The Undertaker. Non, évidemment, il blague. Tout ça, ces gens-là, c'est à la retraite. Donc, il décide de nous faire quoi? Nous faire un tag team player. Hein. Il va l'associer à Apollo Crews et affronter Kevin Owens et Big E ce soir avec les Street Profits et Shinsuke Nakamura. Donc, on part sur un 5 contre 5. Au départ, Zayn, il pense que c'est un match handicap, mais Sonya Deville va le rassurer en lui disant que Teddy Long avait oublié de préciser, Alzheimer, mon ami, l'Alpha Academy et King Corbin vont être également de la fête. Un 5 contre 5 organisé pour un peu plus tard dans la soirée. On retourne direct sur le ring où on a un match de la division féminine qui va voir s'opposer Carmella à Ruby Riott. Les gars, un match de 2 minutes 15. On renforce le côté vamp fatal de notre amie Carmella. Ruby Riott continue à être la jobbeuse attitrée à SmackDown dans la division féminine, dans tout ce qui est les matchs individuels. Il n'y a pas grand-chose à dire du match, à part qu'il y a Liv Morgan qui a fait une intervention sur un tombé illégal. Mais Carmella, j'espère vous l'entendre dire en chœur, va gagner par un... J'aime votre enthousiasme. Voilà, avec un code of silence, en fait, qui fait abandonner son adversaire. Mais elle va tenter de retourner le roll-up.
quelque chose à dire, Papy, sur ce match? Non, mais je vois que tu nous as fait un truc pavlovien là, en nous faisant dire roll-up, alors qu'effectivement, en plus, elle fait une soumission pour le finish. C'est pas du tout un roll-up. Et comme des cons, nous, on a suivi. Marcher dans la combine. On est directement y allé. Mais non, Voilà. alors, le match en lui-même, aucun intérêt. J'ai cependant comme un intérêt à dire, comme je reprochais ces dernières semaines à ne pas essayer de construire les filles en dehors du main event. Là, pour une fois, ils font quelque chose qui, a priori, n'a pas de sens à proprement parler, mais ils font s'opposer deux filles comme ça, et je trouve que c'est plutôt intéressant d'essayer de faire vivre la division féminine, même si pour le coup, c'est pas forcément les deux filles que j'ai envie de voir se battre, mais au moins, voilà, elles existent, tu vois. C'est pas aux oubliettes, et puis on vous ressortira quand il y aura une ceinture à défendre. Là, au moins, elles existent un peu, mais bon, à part ça. Zigote. Bah, pareil, au bout du compte, pas très intéressant comme match, mais effectivement, ça leur permet d'avoir du temps d'antenne. C'est la seule chose que je retiendrai de ce match. Ouais, j'ai rien d'autre à ajouter à ce que vous venez de dire. On va rester chez les filles. On va aller sur Bayley, qui est dans le ring, qui est là pour nous faire une promo. Elle arrive pas en mode Hello Ding Dong, hein. Plutôt en mode traditionnel. Je descends la rampe, je viens jusqu'au ring avec le micro. Un truc assez classique. Elle rend hommage à toutes les lutteuses qui sont devenues des légendes à la WWE, qui sont passées par SmackDown. Elle rappelle bien sûr que ça, c'est quelque chose qui arrivera jamais à Bianca Belair, malgré son potentiel. Elle est trop naïve et elle va perdre son SmackDown Women's Championship face à elle dès sa première défense de titre. Bianca Belair là-dessus fait son entrée, dit à Bayley qu'elle sera pas non plus la légende qu'elle veut bien dire, et que pourtant son précédent règne était pas mal, hein. Et d'ailleurs, Bianca enchaîne là-dessus puisqu'elle dit qu'elle compte bien battre le record de longévité de Bayley. Alors bon, elle lui dit qu'elle est nulle, mais à côté de ça, elle a quand même le record de longévité. Donc bon, ça plaît pas trop à notre ami Bayley. Et Bayley, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, à la bagarre. C'est très bien. Vas-y Bayley. Oh, Magic Zigote. T'es content que Bayley elle vienne mettre des claques à Bianca Belair? Mais bien sûr que oui, je suis hyper content. Je préfère, si Bayley pouvait destituer Belair du titre de championne féminine, me ferait le plus grand plaisir. On a un fanboy de Bayley là. Un bon fanboy de Bayley, c'est parfait. Je suis pas forcément un fanboy de Bayley au départ, mais c'est vrai que depuis son grand run solo de championne, j'ai réussi à m'intéresser au personnage parce qu'elle s'est repas 4G, et je trouve ça plutôt très bien. En promo, elle est plutôt plus que correcte par rapport à Belair qui est, je trouve, très green au niveau du mic. Et ouais, effectivement, là, je suis intéressé par le match parce que je sais très bien que ça va être de qualité parce que c'est deux très bonnes catcheuses. Mais ouais, j'aimerais bien que Bayley gagne, même si je n'y crois pas de trop. Ah ouais, tu crois pas tu t'as pas d'espoir? Je trouve que ça fait un peu tôt, comment dire, Belair elle a eu que le titre depuis WrestleMania, alors je trouverais que ça serait un peu rapide comme perte de titre au bout d'un mois, tu vois. Ah ouais, d'accord. Papy, t'en penses quoi de ça, toi? Alors, moi, j'y crois pas non plus du tout à une victoire de Bayley. Même si pour le coup je suis team bigote et moi j'aime beaucoup. Alors moi c'est plus parce que j'aime beaucoup Bayley et j'aime son travail, donc j'aimerais bien la revoir championne. Peut-être pas tout de suite, mais dans l'année ça me ferait plaisir. Mais en tout cas ouais, bon, c'est bien qu'elle finisse par se foutre un peu sur la gueule. Là pour les filles ça ronronne là. Il y a pas vraiment de grande histoire lancée. C'est juste des défis d'un pay-per-view à l'autre en disant attention, je vais te péter la tronche et je suis très méchante, et etc etc. Et ça manque il faut d'en lancer un truc un peu plus long terme avec, je sais pas, des histoires, des personnages un peu plus marqués. Là, c'est juste le gentil face au méchant, ça vole pas très haut. Mais par contre, bah, vu la qualité de jeunes filles, de jeunes femmes d'ailleurs, je suis impatient de les voir se foutre sur la gueule. Voilà, voilà, ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être simple, ça a le mérite d'être efficace. Petit dernier digression sur notre fil rouge des Jey Uso et Jimmy Uso qui sont en train de discuter sur ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la soirée. Il y a le jumeau, alors lequel déjà, qui dit qu'il assume. Ah oui, bah c'est Jimmy du coup. Ah oui, logique. Qu'il a dit à Reigns et qui veut pas être sa bitch et qui préférerait largement redevenir champion par équipe avec son frangin. Donc il tend la perche, hein, pour quand même venir réactiver la Tag Team Division, et ça serait une belle nouvelle aussi. Et Jey, lui, il comprend pas pourquoi Jimmy confronte Roman. Reigns, voilà, il est champion, il leur assure une vie décente au sein de la famille.
Jimmy lui dit que mais c'est bon, ils ont tout ce qu'il faut pour mettre leur famille en sécurité, et en particulier en redevenant champion par équipe, messieurs. Donc tu vois, Papy là, Jay et Jimmy, malgré tout là, ils reviennent dans la discussion de finalement ce qui est leur origine, leur genèse, le titre par équipe. Ouais, et puis toutes les options me plaisent bien en fait, que les Usos se tapent l'un l'autre, ça m'irait bien, qu'ils refassent une équipe à la solde de Reigns, ça m'irait bien parce que j'aime bien les clans où tu as plusieurs ceintures, ça c'est toujours un truc qui m'a fait triper. Ou à l'inverse, qui lâche complètement Roman et puis que ils se mettent en tag team face et puis que Roman du coup reconstruise un autre clan avec d'autres gars, ça pourquoi pas aussi. Enfin, toutes les solutions me plaisent dans ce truc-là. Et c'est vrai que tout à l'heure je râlais un peu en disant que c'est dommage Cesaro disparaît, mais c'est pas, même si ça me dérange de voir disparaître un peu Cesaro. Par contre, voir l'histoire des Usos se développer comme ça me plaît plutôt. Ouais. Et bien pareil, écoute, moi ça m'a renforcé finalement sur ce que je pensais de ce qui se passait depuis le début du show. Donc ce petit truc supplémentaire est venu rajouter à ça. Allez, on retourne dans le ring. On va avoir. Je demande pas la vie de Zigote. Ah, excuse-moi, j'étais lancé dans mon truc. Excuse-moi, Zigote. Non, c'est pas grave, je suis un rookie, on les met toujours de côté de toute façon. Je suis dans le garde. Les stagiaires. Moi, je surveille. Hein. T'oublies les stagiaires dans le fond de la pièce, tu sais quoi. Et puis, C'est ça. Ah merde. En fait, Gino, t'as pas Faut que tu t'imposes, Zigote, te laisse pas faire. Et alors du coup, ouais, je suis un peu comme Papy en fait. Je dirais que voilà, la baston du mercredi a disparu et au bout du compte ça se voit parce que je suis totalement d'accord avec ce que a dit Papy sur l'histoire. Au bout du compte, ça peut être intéressant toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Donc que ce soit du coup effectivement en tag, en heel ou en tag face ou un clan ou tout ça, ouais effectivement. Ouais. Donc du coup c'est pour ça que mon intervention n'était pas très utile parce que je pense comme Papy. Ok. C'est Allez, utile. Cette fois, on retourne dans le ring. On a la famille Mysterio qui fait son arrivée. Dominic Mysterio, accompagné de papa, va affronter Dolph Ziggler dans un match simple. Alors, les deux équipes sont en bibi pour le titre par équipe de SmackDown. Les Mysterio sont les challengers officiels. C'est chaud entre les deux. Il va y avoir une petite promo en début de match où Ziggler va se foutre de la gueule ouvertement du jeune fiston. Et ça va pas plaire, mais on va avoir un match qui finalement va être complètement escamoté puisqu'on va avoir un match qui va durer que 2 minutes 15. Ça va vraiment être très très expéditif. Là, pour le coup, je vous tends pas de piège puisque le match est effectivement terminé par un roll-up. Avec une victoire de Dominic Mysterio qui lui permet de remporter un match express où on n'a vraiment pas montré grand-chose. Rendez-vous est pris finalement dans cette division à Backlash, puisque la famille Mysterio va affronter les Dirty Dogs pour le titre. Si les Mysterio remportent le match, ce sera tout simplement une première historique avec un père et un fils qui remporteraient les titres de champion du monde par équipe. Magic Zigote, es-tu sensible à ce genre de choses? Le père et le fils, on en reparlera, mais on a fait un petit You Talk Too Much très daron cette semaine. Il était déjà en ligne, vous pouvez aller l'écouter. Et est-ce que ta sensiblerie de papa a marché dans cette affaire? Oui, mais enlève-moi d'un doute. Je me suis peut-être trompé pendant le visionnage, mais est-ce que les titres par équipe ne seraient pas plutôt défendus à SmackDown de la semaine prochaine plutôt qu'à WrestleMania Backlash? Ah ouais? Alors, il me semble que c'est Backlash, moi. C'est SmackDown, c'est sur les titres féminins. Alors, je vérifie ça tout de suite. Écoute, c'est simple. C'est sur le Twitter, @catchup CDC. Et je te dis, non, c'est bien WrestleMania Backlash. Effectivement. Alors, du coup, si je confonds tag team féminin et tag team masculin, on va pas y arriver. Bam un taquet, le rookie, bam! Ouais, bon voilà, le match, c'était plus histoire de donner une petite victoire à Dominique pour montrer qu'il était pas aussi nul que ce que le pense Ziggler. Après, ouais, je suis intéressé. Ou effectivement, ça serait plutôt sympa que le papa et le fiston gagnent. Ça serait une petite belle histoire. Et ça ferait une équipe face championne. Et il y a du monde derrière aussi pour des futurs challengers. Donc ça peut être sympa. Puis
Rude et Ziggler, je trouve que depuis qu'ils ont été champions, on les a très 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 peu vus, même si le duo fonctionne plutôt pas mal. Mais il serait peut-être temps de passer à autre chose, de changer. Papy? Le changement, c'est maintenant. Ou peut-être pas. Peut-être pas tout de suite quand même. Alors le match en lui-même, j'ai pas du tout regardé en toute sincérité. En fait, la cloche a sonné, du coup je suis allé égoutter mes pâtes et je me suis retourné, le match était terminé, donc j'ai tout raté. Mais je pense pas avoir raté grand-chose. Je ne pense pas avoir raté grand-chose d'un point de vue catchesque entre ces deux opposants. Ce qui compte, ça va être le match pour la ceinture de WrestleMania Backlash. Et pour le coup, oui, plutôt hypé par cette affiche. Ça faisait un bout de temps qu'ils osaient pas la mettre. J'ai l'impression cette affiche. On voyait les Mysterio gagner des matchs, mais ils n'étaient pas encore officiellement annoncés comme challenger. Il y avait toujours ces cons de Street Profits qui traînaient dans le coin. Là, je trouve ça bien qu'ils officialisent le truc comme ça. On est sûr d'avoir l'affiche. Et puis, pour le coup, on en avait déjà parlé à SmackDown. Voir Dominique avec 3 vétérans comme ça, c'est plutôt rassurant et je pense que ça fera une belle affiche, un beau match. Alors moi, j'avais pas fait, ça fait 2-3 SmackDown que j'avais pas fait comme review, et donc du coup, je reviens à un moment où voilà, les Mysterio sont plein dans la hype. Alors vous imaginez bien, mes amis, hein, que je suis peuple de catch-up. Qui autre que moi ne peut être que ravi de ce qui se passe avec la famille Mysterio? Là, pour moi, là, c'est du sucre, que du plaisir, que du bonheur. J'adore tout ce qui se passe. Je pense qu'ils vont avoir leur moment. De toute façon, ils vont gagner le titre. Peut-être pas à Backlash, hein, mais à terme, ils vont gagner le titre. J'aurais presque été prêt à être patient et à attendre Money in the Bank ou SummerSlam pour ça. Mais, pour qu'il y ait du public. Ouais, pour qu'il y ait du public. Ouais. Alors là, ouais, la famille Mysterio qui gagne le titre champion du monde par équipe devant du public. Mais aïe, 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 que du bonheur. Donc voilà, donc effectivement, le match, le segment, tout ça, tout est oubliable de ce qui s'est passé dans ce SmackDown. Ça n'avait strictement pas d'intérêt particulier, si ce n'est prolonger et nous apporter de la continuité dans ce qui se passe à l'heure actuelle entre les deux équipes. Mais c'est très bien, et comme tu l'as bien dit, Papy, ça sort un peu les Street Profits du truc là, et ça c'est pas plus mal, parce que c'était bien qu'il y ait une petite pause à ce niveau-là, et que cette pause, elle soit gérée avec les Mysterio. Bah là, votre papy et votre tonton, ils kiffent. Et votre zigote, yes. Votre zigote, tout le monde kiffe. Votre zigote, il est dans la vibe aussi là. Ah, zigote, il fait une sieste? Ah non, pas du tout. Je savais pas du tout que tu m'avais tendu la perche pour quelque chose. Oui, on est dans la vibe. Oui, tout à fait. Ok, et écoutez les gars, on continue. Il y avait quand même, il se passe pas mal de choses. Il va y avoir une interview avec Shayna Baszler, Nia Jax et Reginald Thomas. On apprend à ce moment-là, zigote, là, ton information était bonne. Championnes par équipe vont défendre leur titre contre Natalya et Tamina vendredi prochain, lors du dernier épisode, lors du Go Home Show avant Backlash, et que Reginald va affronter tout de suite, maintenant, Tamina, un intergender organisé. Tamina accompagnée de Natalya qui affronte Reginald Thomas, qui est accompagné de Shayna Baszler et de Nia Jax. Un match qui, pareil, va durer exactement quasiment dans les mêmes critères que les 2 matchs précédents, 2 minutes 10. On aura surtout droit à des flips, des acrobaties, des moonsaults arrière, avant, des roulades, tout ce que vous voulez, des passages par-dessus la 3e corde de notre ami Reginald. C'est Tamina qui se montre en femme agressive et violente, qui veut même d'ailleurs en terminer avec son splash. Mais du coup, elle va tomber du haut de la 3e corde à cause d'une intervention de Shayna Baszler et Nia Jax. Ça va causer de fait la disqualification de Reginald Thomas. Derrière, c'est la bagarre, c'est la baston. Les 2 équipes se retrouvent sur le ring et se tapent dessus. Finalement, ça part à l'avantage des championnes. Zigote. Alors c'est féminine. C'est un peu la même chose à SmackDown toutes les semaines. C'est assez ennuyeux. On ne sait pas encore exactement ce qu'ils veulent faire. Les intergenders ne sont pas du niveau de ceux de la Launcher Underground, loin de là. Je te confirme. Hein. Le match, bon voilà, c'était vraiment pour, en fait, je sais pas, c'était sûrement plutôt pour meubler. Le fait que les titres soient défendus la semaine prochaine, je me dis peut-être que Tamina et comment s'appelle sa copine Natalya vont peut-être gagner à cause sûrement une intervention sûrement maladroite de Reginald qui fait que parce qu'à je vois que Shayna Baszler, Reginald, elle lui casse un peu les voilà.
Et du coup, je me dis que c'est peut-être ça qui, peut-être pour amener cette histoire, en fait. Je vois sur l'avenir en me disant défaite des championnes la semaine prochaine contre Natalia et Tamina. Parce qu'après, il n'y a plus personne comme Challengers en filles, parce que ça commence à être un peu triste, en tout cas du côté de SmackDown. Papy? Moi, je trouve que c'est plutôt bien, en fait, finalement. Parce que ils ont passé un petit passage de Talking Smack de Tamina où elle a fait une petite interview avec pas mal d'intensité. Je pense que ça n'aura pas été souvent le cas dans sa carrière, dans sa longue carrière à Tamina, mais je crois que c'est son moment. Et c'est plutôt, ils mettent plutôt ils appuient plutôt là-dessus. Et je pense que ça serait intéressant, effectivement, qu'elle ait le payoff et qu'elle prenne les ceintures. Surtout que Natalia, ça ferait ces deux vétérans qui méritent d'être récompensés pour l'ensemble de leur carrière. Donc plutôt bien. Et concernant les intergenders, en fait, j'ai le souci que j'ai. Alors moi, à la base, j'ai pas de problème avec ce type de match. Et la façon dont on fait la WWE, c'est-à-dire un intergender où globalement le mec n'a pas le droit de taper, je vois pas l'intérêt en fait. Parce que Reginald, il a passé son temps à fuir, jusqu'à qu'il se fasse attraper. Mais dans ces cas-là, quel est l'intérêt de faire un match où tu ne peux pas te défendre? Où tu peux juste te fuir? C'est quoi? C'est courir et puis espérer que l'hôtel sorte du ring et qu'elle se fasse des contacts extérieurs, ou je sais pas, je vois pas. Comme je dis, hein, moi à base, ça me dérange pas de voir des filles et des garçons se fracasser la tronche, mais par contre, au moins qu'il y ait des offenses des deux côtés, quoi. Sinon, ça n'a vraiment aucun intérêt. Ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai aucun problème avec les matchs intergender, mais il faut que ça soit de qualité. Comme l'a très bien dit Zigot à la Lucha Underground, c'était le cas. Enfin, en tout cas, c'était mes goûts. Et là, effectivement, c'était d'une faiblesse insigne. Bon, un truc de 2 minutes, de toute façon, ça se commente même pas. Là où le point sur lequel je vais appuyer Papy, c'est sur le momentum de Tamina. Elle a eu droit à des grosses promos. Elle a participé à comment ça s'appelle, Smash Talk ou je sais pas quoi. Et bref, enfin, elle est beaucoup mise en avant dans cette rivalité. Je l'ai déjà dit, je le répète et je le confirme. Je considère que Natalia et Tamina feraient de bonnes championnes par équipe. Elles le méritent, eu égard à toute leur carrière. Et ça me ferait plaisir de les voir prendre le titre à Nia Jax et Baszler, que j'espère qu'enfin on les fera splitter. Et enfin, on les fera splitter et on n'aura plus de. Voilà, on va passer à autre chose, à un autre programme, et en particulier pour Shayna Baszler, un autre programme dans la division féminine. Allez, on avance. C'est une évidence. On est parti pour le 10-man tag team match. Alors, je vous donne le line-up. Apollo Crews, King Corbin, Sami Zayn, les Alpha Academy dans le camp des Heels. Dans le camp des Babyface, Biggie, Shinsuke Nakamura. Shinsuke Nakamura est devenu Babyface, mes amis. Kevin Owens et The Street Profits. Alors, il y aura eu des segments, chacun de leur côté, les deux équipes, chacune de leur côté. Le segment des Faces, d'ailleurs, que j'ai trouvé très sympa, vraiment très cool, avec Biggie qui était bien chaud, Dawkins qui m'a bien, et l'attitude de Kevin Owens qui était vraiment cool, quoi, vraiment délire. Et je crois qu'il a même été surpris par un moment par le cri quand il y a eu le We Want the Smoke avec Shinsuke Nakamura. Il a eu une espèce de sursaut, parce que je crois qu'il s'attendait pas à un truc aussi intense, quoi. Et les Heels nous ont fait une belle partition avec, on notera quand même Apollo Crews au milieu de la troupe, avec son commandant Aziz, avec la magnifique ceinture intercontinentale, vraiment en patron, avec un Sami Zayn derrière, mais tout gigotant. Mais un tableau de heel du côté de l'Intercontinental Championship, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui avait de la gueule, je trouve. Les deux ont fait une petite promo très très courte, mais qui a envoyé du bois. Ouais, exactement. Ouais. Ah, ça a été des segments très rapides, ça, mais franchement, ça a été très efficace, et avec un hommage un peu rendu à ce qui se passait pas mal, effectivement, du temps de SmackDown, comme ça, avec des interventions de clans à plusieurs, et où ça tchatchait, et c'était bien, c'était filmé un peu dans cet esprit-là. C'était moi qui ai regardé cette semaine le documentaire sur Macho Man sur la chaîne AI, là. C'était quelque chose, et ça m'a refait penser un peu à ça avec tout l'habillage qu'ils ont fait, etc. Donc voilà. Donc tout ça nous emmène vers le match. Je m'égare, je m'envole, je m'en vais. On repart sur le match. Donc un tag team match à beaucoup. Donc vous savez, ça c'est le genre de truc, c'est toujours un peu le gros bordel, quasiment impossible à vous raconter complètement. Ça a duré 10 minutes 35.
pas mal d'interactions finalement à plein de niveaux parce qu'il y a des mecs qui ont tellement d'histoires les uns avec les autres, c'est tellement imbriqué, mine de rien. Hein. Là, les 10 mecs qui étaient là, tous, ils ont eu un moment où, à faire. Soit ils étaient dans la Tag Team Division à ce moment-là, soit il y a des règlements de compte liés des victoires du King of the Ring de King Corbin, le titre intercontinental avec Sami Zayn, la rivalité Sami Zayn-Owens, bref. Du coup, ça sort du power move, ça sort du moveset traditionnel. King Corbin, il va profiter quand même du fait que Shinsuke Nakamura avait collé un Kinshasa à Sami Zayn pour porter son End of Days. Et c'est King Corbin, oui messieurs, dames, c'est King Corbin qui va faire gagner son équipe. Alors papy, Spotfest ou pas plus? C'était la fête de tous ceux qui n'avaient pas vraiment de temps dans ce SmackDown. Donc on leur a dit, bah, tiens, vous allez avoir une promo de 30 secondes chacun et 10 minutes de match et faites-en ce que vous pouvez. Parce qu'ils n'ont même pas eu le droit à leurs entrées ni rien. Et je trouve qu'ils ont plutôt bien tiré leur partition, que ce soit dans la promo, comme on disait tout à l'heure, mais dans le ring aussi, avec tout le monde qui a pu balancer des offenses dans tous les sens. C'était spectaculaire, c'était bien vivant. En voyant la composition des équipes, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là, Corbin et Nakamura? Parce que c'est les seuls qui avaient aucune histoire. Ça aurait très bien pu faire un 4 contre 4. Je sais pas pourquoi ils ont voulu faire un 5 contre 5. Mais manifestement, ils ont une idée derrière la tête parce que c'est Corbin qui prend la victoire. Et du coup, est-ce que tous ces gars-là, si j'occulte les tag teams, c'est-à-dire les 6 personnes, les 3 faces, Owen, Zayn, Biggie, Apollo, Nakamura et Corbin, est-ce qu'ils vont pas tous se retrouver dans l'histoire intercontinentale, par exemple? Ça serait assez amusant. En tout cas, ça m'intriguerait, ça m'intéresserait bien. À noter le petit Zayn qui se fait toujours pourrir par Apollo et dans la promo et en fin de match où il essaie de toucher la ceinture puis qui se fait dégager par Commander Aziz. Ouais, ça m'intrigue cette histoire-là et j'ai trouvé ce segment-là très très rafraîchissant, très sympa. Sami Zayn, il est au bord d'être twinner, hein, Zigote, non? Bah ouais, effectivement, parce que là, du coup, s'il s'intéresse effectivement à la ceinture d'Apollo, on pourrait se poser la question. Après le match, pour revenir à ça, le match était très correct. Ça, tout le monde a déroulé leur arsenal. J'ai bien aimé le sel d'Apollo sur le stunner d'Owens. Et il y a même un moment donné où j'ai pensé que Montez Ford allait décéder quand il s'est jeté par-dessus les cordes pour retomber sur Otis. Je me suis dit, il va pas y arriver. Bah, il est quand même réussi, mais il est pas passé loin. Après voilà, c'était vraiment pour occuper tout le monde, comme on disait tout à l'heure. Je pense qu'il n'y avait pas assez de temps pour l'émission, pour avoir chacun leur segment perso, que ce soit que pour l'intercontinental, que pour la tag team. Du coup, on a dit hop, on va faire un mix, on va mettre tout le monde dans le même panier, puis on se fait un petit match qui est toujours assez sympa à regarder parce que c'est les 5 contre 5, c'est très rythmé et c'est agréable à regarder. Ouais, après, effectivement, la victoire de Corbin, où je me demande effectivement sur quoi ils vont aller. Est-ce que oui, effectivement, une feud entre lui et Shinsuke Nakamura, peut-être. Ça m'emballe pas trop, si c'est ça. Apollo, moi je constate, c'est vrai, ce catcheur, c'est vraiment un super seller, quoi. J'avais déjà signalé sur un stunner qu'il avait pris précédemment, je sais plus quand, de Kevin Owens, où il avait fait un selling de folie et plus je le vois, plus je trouve qu'il est au niveau d'un Dolph Ziggler pour moi sur vraiment ce genre de technique dans le ring. Il prend des bumps incroyables. Alors, il a un physique quand même. C'est un bon morceau de viande, notre ami Apollo Crews. Il n'est pas très grand, mais voilà, quoi, ça envoie du bois. Mais il est tout à fait capable de sceller de manière magnifique pour les autres. Et ça, je trouve que vraiment, c'est une belle qualité. Et en plus, c'est un heal, donc vraiment avoir cette qualité-là, je trouve que c'est un chouette truc avec Apollo. Et le match, j'ai le même avis que vous. Pour moi, c'était un spot fest, hein, et c'était très sympa comme ça. 10 minutes 35 comme ça d'action, d'intensité. C'est cool, ça envoie bien. C'est dans les standards de SmackDown, je vais dire, quand ils sont capables un peu de se sortir les doigts. Voilà, allez. C'est ainsi que va se terminer le catch, en tout cas, dans les cordes pour ce SmackDown. On va retourner en coulisses, toujours avec notre fil rouge de Roman Reigns, qui va parler à Jey Uso, hein, qui lui dit qu'il a toujours été là pour lui et qu'il voilà, il espère que Jimmy il va comprendre que ça va être la même chose s'il le reconnaît, s'il l'acknowledge. Et ils vont retourner sur le ring avec Paul Heyman.
Roman Reigns, il va se faire couper la parole, oui, mesdames et messieurs, par Jimmy Uso. Alors là, vraiment, crime de lèse-majesté, hein, crime envers le chef tribal. Le jumeau qui revient, il demande à son frangin de pourquoi il est avec Reigns. Il l'a vu dans un quit match dans lequel il s'est fait martyriser, on s'en souvient, par le Roman Reigns. Il explique que voilà, lui, il n'aurait jamais dit I quit, et encore moins, il aurait rejoint le bourreau carrément dans la folie meurtrière de son clan, quoi. Roman Reigns là-dessus lui dit qu'il est temps d'arrêter de se focaliser sur le passé, que dorénavant ils sont en famille. Voilà, la tête de la table, merde, quoi. Au bout d'un moment, c'est moi le patron, c'est moi qui suis à la tête de la table. Les mecs, je vous dis, il faut revenir dans la famille. On se croirait presque dans le parrain. Et il lui dit que voilà, sa place est à ses côtés. Jimmy, il semble pas super ravi et il s'en va, suivi par le frangin. Et c'est au moment où il est seul sur le ring, donc qui choisit le moment pour intervenir? Bah, c'est Cesaro. Cesaro, il vient attaquer le Universal Champion. Jey Uso, il va revenir quand même pour vouloir défendre son cousin. Le frangin va l'empêcher plus ou moins. Finalement, Jey Uso, ça va y aller. Jimmy Uso, ça va y aller aussi. Ils vont tous s'attaquer à Cesaro. Cesaro, il va quand même réussir à les contrer et il va réussir à coller un neutralizer à Roman Reigns pour clore ce SmackDown. Donc ça se finit quand même avec la précision suisse, le neutralizer dans ta gueule. Roman Reigns, on le voit pas souvent quand même se faire un peu secouer et un peu retourner. Mais là, on a un bon Suisse d'1m98 et de 115 kg qui a décidé que Roman Reigns, il terminerait aplati dans le ring pour finir ce SmackDown. Papy, toi, étais-tu aplati dans ton canapé? Non, pas forcément. J'étais plutôt en position intermédiaire. Plutôt à moitié, tu vois, assis, les jambes étendues. Bref, c'est pas le sujet. Le sujet, donc ouais, la baston finale avec les Usos, le Roman et le Cesaro. On avait parlé, moi j'avais dit que j'attendais que Cesaro se sorte un peu les doigts là et soit un peu plus agressif. Il l'a été sur cette toute fin de show là, sur les 30 dernières secondes. Il faut qu'il renouvelle ça, qu'il soit plus présent. Là maintenant, parce que là, mine de rien, sur le segment, on aura quand même eu 90% de Uso Reigns et 10% de Cesaro. C'est Donc vrai. il faut qu'il soit plus dominant, il faut qu'il soit plus là. C'est en faisant ça qui permettra de marquer le truc de son empreinte, parce que pour l'instant, il se fait un peu voler son histoire, comme je disais tout à l'heure. Et donc voilà, le Jay et Jimmy, ça bisbille. Et moi, je pense qu'ils vont se rejoindre pour rester avec Reigns. Mais bon, on verra ça les prochaines semaines. C'était un bon premier chapitre d'une nouvelle histoire qui démarre. Alors Zigote, ce segment final du titre suprême avec le Cesaro qui vient coller des Européens uppercut. Bah, comme on a dit en début d'émission, ça ressemble toujours à la Reddit de l'année dernière entre Reigns et Jay. Là, j'aime bien dans le sens où quand quand Roman Reigns se fait attaquer par Cesaro, que Jimmy le retient, ça j'aime bien. Et au bout du compte, en fait, Jimmy ne revient que sur le ring qu'au moment où Jay, son frère, du coup, se fait taper dessus, mais pas pour Roman Reigns. C'est pour ça que je suis pas forcément en accord avec avec Papy, pardon, en me disant que je suis pas forcément sûr que Jimmy rejoigne la troupe Samoan. Alors, est-ce qu'il va réussir à faire revenir son frère du bon côté ou mauvais côté? Ça, à nous de choisir. Ou alors, je sais pas. Il y a un truc qui me perturbe. Je pense que si au bout du compte, Jimmy revient avec Jay et Roman Reigns, en fait, on aura l'impression de voir exactement la même chose que l'année dernière. Et Cesaro, oui, je pense qu'il fallait avoir ce petit tabassage en règle pour montrer qu'il est fort. On le sait tous, mais est-ce que le téléspectateur occasionnel ou pas de SmackDown sait que Cesaro est un costaud? Et je pense qu'il avait besoin de ça. Et effectivement, il faudrait que vendredi prochain, il se remette encore des bonnes patates dans la face. Ouais, je suis assez d'accord avec votre analyse à tous les deux. Je trouve que c'est une très bonne observation, Zigote, que tu as eue sur le beatdown de la fin, puisqu'effectivement, Jimmy à aucun moment ne vient pour aider Roman Reigns, et il n'intervient que quand Cesaro prend le dessus sur Jay, et là, il vient défendre son frère, quoi. Voilà, c'est le sang qui parle. Mais Roman Reigns, il s'en fout, parce que Roman Reigns, après, derrière, il se prend le neutralizer, et puis voilà, ta gueule. C'est comme ça que ça se passe. Donc je suis tout à fait d'accord là-dessus. Je suis d'accord sur le point Papy concernant les 90% consacrés aux Usos et les 10% consacrés à Cesaro. Je crois qu'en fait cet épisode a été consacré au fait de la réintégration ou de la désintégration avec la présence et le retour de Jimmy Uso.
et qu'ils avaient décidé de tout baser toute l'écriture là-dessus, et que Cesaro finalement n'était que le prétexte de violence finalement dans cette affaire, et pour rappeler aussi dans l'histoire qu'il y a une ceinture en jeu. Et bon, effectivement, ça a été sa présence sur ce main event de SmackDown peut paraître anecdotique finalement. Mais bon, moi je vous dis, je reste quand même toujours dans ce plaisir et ça m'a pas posé de problème. J'ai trouvé qu'il avait, bah voilà, parce que Cesaro, il a un impact physique et que même s'il a eu que 30 ou 40 secondes à la fin et pour venir claquer des European Uppercut et mettre un neutralizer à Roman, bah il rappelle quand même à quel point ce gars, il est, pour moi, enfin j'ai toujours considéré Cesaro comme un type hors norme. Donc et malgré ses carences, peut-être en charisme, peut-être en micro, peut-être en différentes choses, et ben, je sais pas pourquoi, hein, depuis toujours, depuis que je connais ce catcheur, j'ai toujours été totalement impressionné par lui. Et donc, je suis super satisfait de voir où il en est en mai 2021 et dans la course au titre suprême. Donc, c'est super cool face à un champion qui actuellement est à 250 jours et plus de règne. Donc là, on n'est pas dans la déconnade, messieurs, on n'est pas dans la rigolade, on est dans la tête de la table. Et la tête de la table à Catch-Up, c'est le top flop et note que vous attendez tous, cher peuple de Catch-Up. Vous avez vu, on vous a pas trop demandé de fact-checking aujourd'hui. On va commencer par notre rookie, par notre coyote qui gigote, par notre Magic Zigote. Top flop note. Alors, top, je vais le mettre au match 55, parce que c'est là où j'ai eu un bon moment et c'est là où j'ai passé le meilleur moment en regardant le show. Le flop, alors pour le coup, je vais le donner, alors ça va être un peu compliqué, mais je vais le donner à Cesaro, mais l'exposition que Cesaro n'a pas en tant que challenger, du coup, qui est trop pris avec l'histoire des Usos, et c'est pour ça que je vais donner le flop à Cesaro, même si c'est pas de sa faute, le malheureux. Mais ouais, c'est ça qui m'ennuie un peu. Au bout du moment, c'est un futur challenger pour la ceinture suprême, et tu le vois très peu, et c'est plus, il est plus mis de côté. Et je trouve ça dommage. Et la note, c'est pas le meilleur SmackDown qu'on ait vu de ces dernières semaines. Du coup, je vais lui donner juste la moyenne, 2,5 sur 5. Papy, c'est l'heure du jugement. Ouais, c'est l'heure du jugement, le dernier jugement, le jugement dernier. Et c'est difficile de m'éloigner du jugement de Zigote que je trouve très pertinent. Et donc du coup, je vais partager son top, ça sans souci, parce que comme lui, le 55, c'était mon meilleur moment de la soirée. Globalement, c'est le moment où j'ai le plus accroché au show, où j'ai pris le plus de plaisir. Et les promos et le match, c'était un petit condensé de 10-12 minutes qui était plutôt sympa. Donc mon top du show. Le flop, je pourrais le donner à Cesaro aussi, mais je vais pas le donner à Cesaro. Je le donnerai peut-être dans la semaine suivante si jamais il continue à se faire un peu bouffer comme ça. Là, je vais le donner à Reginald en fait, parce que Reginald qui dans un mixed tag team, mixed match plutôt, ne fait aucune offense. Je vois pas l'intérêt. Voilà, pour moi, ça a zéro intérêt d'être dans un match quand on n'essaie pas de se battre. Voilà. Et ma note, je vais donner un poil plus que Zigote, je vais donner à 2,75 parce que globalement, les histoires avancent plutôt. Tout le monde a eu du temps d'antenne et quand on voit le 55, c'est là où on se rend compte que la profondeur de roster de ce match, je trouve, il y a quand même vraiment beaucoup de talent dans ce roster et c'est compliqué de donner du temps d'antenne à tous. D'ailleurs, une petite pensée à Lister et ses dessins animés qu'on n'a pas vu cette semaine. Et donc voilà, donc je vais passer quand même un SmackDown bon, mais sans plus, quoi. Donc un 215, sympa. Ouais, je confirme que le roster de SmackDown est profond et que c'est compliqué dans une émission qui dure 1h25 en temps réel, en temps effectif, de pouvoir placer toute cette richesse de roster. C'est vrai que ça, c'est assez particulier. Donc, pas de Sasha Banks non plus cette semaine. Non. Voilà, plusieurs absents comme ça. Mais ils font bien vivre, je trouve, l'ensemble des divisions. Et ça, c'est plutôt cool. Toutes les ceintures ont été là pendant tout le show, finalement. Intercontinental, le suprême, le titre par équipe féminin, le titre individuel féminin. Enfin bref, tout était là. Donc, ils ont réussi à condenser. Alors, comme souvent à SmackDown, c'est souvent au détriment du temps in-ring, puisqu'on a quand même eu 3 matchs de 2 minutes 15. Ça situe quand même à peu près le niveau.
Par contre, un gros fil rouge, ce qu'on aime bien en général, Papy, Zigote, tu nous écoutais, mais avec Papy, souvent on est assez friand des fils rouges dans les shows. Et à SmackDown, c'est quelque chose qu'il réalise en général plutôt bien. Du coup, je vais donner mon top, moi, sans hésitation aucune, de toute façon, à Cesaro Rollins. Voilà, pour moi, le match de la soirée, l'histoire de la soirée, voilà, ça récompense un peu finalement l'ensemble du travail de fait. Et plein de bisous à notre cyborg suisse. On lui souhaite que du meilleur. Et mon flop, il va aller à la tag team Jax Baszler. J'en ai vraiment trop marre. Vraiment, j'arrive vraiment à saturation totale avec ce duo-là. Je pense qu'elles auraient dû perdre le titre à WrestleMania déjà. Et enfin voilà, c'est vraiment une tag team auquel je n'ai plus aucun intérêt. J'attends de voir Natalya et Tamina avec les ceintures. J'attends un split. J'attends de voir Shayna Baszler dans un programme individuel. Nia Jax, on verra, on fera comme on pourra. Mais voilà, c'est vraiment pour moi là, c'est un truc complètement foiré et qu'il est temps d'arrêter. Et ma note, eh bien, je vais être un chouille au-dessus de vous, messieurs. Tonton va planer au-dessus du studio puisque Tonton va mettre un 3 à cet épisode. Parce que globalement, j'ai bien aimé le fil rouge, toutes les raisons que j'ai données. Voilà, 2 bons matchs avec le tag team, le 5-5 et le Cesaro Seth Rollins. Les Mysterio qui sont number one contender pour le titre. Et mon cœur est heureux. Donc tout va bien. C'était plutôt un espèce d'épisode de transition parce qu'on va attaquer du gros morceau avec le Go Home Show de la semaine prochaine. La semaine dernière, c'était un très bon SmackDown, j'avais trouvé. Là, ça reste, pour moi, un 3, ça reste une note solide. Voilà, un show solide. J'ai été entertainé, donc entartiné, je dirais même. Donc, un 3, c'est plutôt pas mal. Bon, ça nous reste un SmackDown quand même dans des critères assez hauts, malgré tout. Yes. Bien. Et ben voilà, en fait, on est arrivé au bout de cette affaire. On est arrivé au bout de ce 1133e Friday Night SmackDown. Alors, mon papy, on va rappeler que tu sors une review avec Ringside. Tout à fait. Qui est déjà sorti d'ailleurs, du coup, le temps que les gens l'écoutent. Ah oui, le temps que les gens l'écoutent, t'as raison, oui, puisque ça va sortir avant que ce SmackDown soit enregistré. J'ai un peu du mal avec la chronologie, là. On sort beaucoup de choses en ce moment, peuple de catch-up. Là, vous avez en ligne, vous avez la review de Raw, vous avez le You Talk Too Much avec Géliel, vous allez avoir ce week-end de toute façon donc le NXT et le Blood and Guts, le SmackDown à suivre, vous allez avoir des You Talk Too Much à suivre, bref, c'est que du bonheur, et pour avoir toutes les infos, vous pouvez nous retrouver sur la communauté Discord, voilà, où tous nos amis sont là, et avec qui on peut échanger en direct. Allez vous abonner sur YouTube, actionnez la cloche, laissez des commentaires, mettez des likes. On répond dans les commentaires, bien évidemment, si vous nous posez des questions, on répond. Les bonnes plateformes de podcast qui nous accueillent, en l'occurrence PodCloud, Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, le site officiel catchup.lepodcast.fr et les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Tous les liens sont dans la description. Il est l'heure des remerciements pour cette triple frite efficace et loquace. Cher Zigote, merci à toi de ta venue. Merci à toi de l'invitation, merci à Papy, et comme un bon stagiaire que je suis, je vous rapporte les cafés tout de suite. Ah, ça c'est bien. Merci, c'est sympa. Papy. Merci mon papy pour ta présence. Merci à toi d'organiser cette triple frite. Je sais que nous en sommes tous friands et que les auditeurs aussi. Donc, c'est toujours un des bons moments à passer devant des shows en plus qui ont des qualités sur lesquelles on peut débattre. Oui, on dit ça parce que selon un sondage Twitter, on avait demandé au peuple de Catch-Up quelle était la combinaison de chroniqueurs qu'ils préféraient à l'antenne, et vous avez voté largement à 68% pour la triple frite. Donc on s'est dit que pour fêter ça, rien de tel pour reviewer ce SmackDown qu'être 3.
Donc, mission accomplie, messieurs. Yes, on est les winners. Alors, il y a plein de choses, hein, je vous l'ai déjà dit, je vous le rappelle, hein, plein de choses déjà en ligne et qui vont sortir. Stay tuned parce qu'on a de l'actualité, on a beaucoup d'actualité en ce mois de mai. On n'est pas en hashtag Catch-up Anniversary pour rien. On a décidé de vous gâter, chers auditeurs. Et donc, on envoie du lourd et ça va continuer et ça va monter crescendo, n'est-ce pas, messieurs Papy et Zigote? Et je pense que vous avez quelques belles surprises à venir. C'est sur ces belles paroles ou pas, on va se quitter. Ou pas. On vous fait des bisous. On vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. On vous fait des cordes à linge plein la face. Salut Papy. Salut tonton, salut Zigote, salut à tous. Salut Zigote. Salut papy, salut tonton et salut peuple de catch-up. Et salut peuple de catch-up. Précision suisse, moi je vous dis. Et oui, il a montré ses plaques de chocolat. Je sais pas, je ne mange pas de chocolat et je suis ni horloger.